Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette scène Banque et Finance qui est aujourd'hui dédiée à l'innovation, au partage et à l'échange. La discussion de cette scène sera au sujet des tendances clés qui transforment l'expérience client. Les prochaines 45 minutes, on va parler donc du sujet que je viens d'évoquer. En attendant, vous avez sur votre droite, à droite de l'écran, vous avez la possibilité d'écrire des commentaires ou de poser des questions. Moi, je pourrais les reprendre et je pourrais donc poser la question en retour à nos différents intervenants qui pourront échanger au sujet de vos questions et de vos commentaires. L'idée d'aujourd'hui, c'est que ça soit aussi un petit peu interactif, que, comme je disais au début, que ça soit dans l'échange. Donc, je vous invite vraiment à poser des questions, à faire des commentaires sur ce qui est dit. Ce sera comme ça l'occasion d'échanger autour de cette table ronde. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai le privilège et l'honneur de vous présenter donc Céleste Delem, qui travaille pour l'entreprise Cipios, Bertrand Tillet, qui travaille pour l'entreprise Budget Insight, et Alexis Radjabi pour Priceable. Je vais demander, si vous voulez bien, à chacun de nos intervenants de bien vouloir se présenter brièvement, et je commence avec Céleste. Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup Aldo pour l'introduction. Donc moi je m'appelle Céleste Delem, je suis Head of Product chez Cipios. Cipios c'est une entreprise de services spécialisée dans la conception et le développement de produits web dans la finance. On travaille aussi bien avec des institutions financières comme BPI France, des asset managers comme par exemple Candriam, donc plutôt des grandes structures, également avec des scale-up type Conto, qui est une néobanque pour B2B, Epsor, qui est une plateforme d'épargne salariale. Et on travaille également avec des petites startups, des entrepreneurs qui lancent leur boîte dans la finance, donc par exemple Brix, qui est un produit qui permet d'investir, de faire des investissements immobiliers des 100 euros, ou aussi une boîte qui s'appelle Sunday, qui permet de payer via un QR code en restaurant. Et donc moi, mon rôle chez Cipios, c'est de m'assurer que tous les produits qu'on conçoit et qu'on lance avec nos clients ont un NPS, donc un Net Promoter Score supérieur à 60. C'est un gros challenge parce que l'industrie part de loin, -3 il y a quelques années, je pense. Et donc voilà, et donc on travaille avec, on a une équipe de product managers, product owners et des développeurs qui travaillent sur les projets avec nos clients. Génial, Céleste. Merci beaucoup pour cette formidable introduction. Je laisse la parole à Bertrand, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour à tous, et puis ravi de participer à ce webinaire. Donc moi voilà, je m'appelle Bertrand Tillet-Deledec, je suis CPO, responsable du product management chez Budget Insight. Budget Insight, c'est quoi? C'est une API d'open banking, donc qui permet à nos clients qui sont des applications mobiles, des logiciels en SaaS, de connecter les comptes bancaires de leurs utilisateurs et d'initier des virements de banque à banque. Aujourd'hui, Budget Insight, c'est 230 clients, c'est à peu près plus d'une centaine de salariés, et avec effectivement des clients qui sont un peu comme Cipios, à la fois des grands groupes bancaires comme BPCE ou BNP, mais aussi des fintechs, des petites startups, que ce soit dans l'univers de la banque, avec par exemple Lydia ou Nouvelle Vague. Ça peut être aussi dans l'univers du crédit, avec des fintechs comme Finfrog. Et puis, dans l'épargne et l'investissement, on va avoir des clients comme Finari, qu'on entendra aujourd'hui, et comme WeSave, et des institutionnels, des logiciels un petit peu plus orientés vers les professionnels, comme par exemple Harvest. Voilà. Génial, Bertrand. Merci beaucoup pour cette introduction. Alexis, je te laisse la parole. Bonjour. Bonjour, merci Aldo. Donc Alexis Radjabi, je suis VP Sales et Business Development pour Priceable. Priceable est un ensemble de solutions dédiées à l'immobilier, mais c'est très important aussi de savoir que l'immobilier n'est pas uniquement une classe d'actifs pour acheter sa maison, c'est aussi, il y a une très grosse dimension financière dans l'immobilier, notamment dans la partie crédit, dans la partie suivi des valeurs immobilières, et c'est pour ça que
Aujourd'hui, Priceable développe aux côtés d'acteurs comme Idjit Insight des solutions qui vont aider les banques à créer une meilleure expérience client en ajoutant des informations sur les biens immobiliers des particuliers notamment. Ça permet d'avoir une vision un peu plus complémentaire de la finance qui aujourd'hui était essentiellement centrée sur les choses qui sont très liquides, c'est-à-dire l'argent, les comptes bancaires ou alors les actions qui sont traquables en ligne. Et Priceable vient là complémenter cette vision avec des produits et donc je suis ravi de m'occuper du business développement et de l'expansion de Priceable dans déjà 9 pays. Voilà. Génial, Alexis. Merci beaucoup. Donc, je termine pour ma part, parce que je ne me suis pas présenté en début de session. Je suis désolé. Donc, je m'appelle Aldo Barroso. Je suis responsable de compte pour la Suisse, donc basé en Suisse à Lausanne, et je suis votre fidèle modérateur pour cet échange. Quand on parle donc de finance, de banque, et c'est un Suisse qui vous le dit, certainement que en pensant à finance, on pense à banque. Mais je suis certain que, et c'est pas que je suis certain, c'est le cas, en parallèle de la finance, il y a plusieurs produits financiers. Il y a plusieurs aspects qui sont liés à la finance. Et ça va être ma première question aujourd'hui, peut-être orientée pour toi, Céleste. Euh, quelles, quelles sont, quelle est ton approche par rapport aux différents produits financiers et de constats que tu as pu avoir avec des clients que tu suis ou que vous suivez au sein de Cipios? Alors en effet, la finance, c'est très très vaste. Ça peut vouloir dire, en effet, on pense intuitivement plutôt à la banque. Ça peut vouloir dire aussi travailler avec des asset managers, des conseillers en investissement, des sociétés de paiement. Enfin, il y a plein plein de choses. Ce qui est hyper intéressant et je pense qu'il y a en commun à tous ces sous-secteurs dans la finance, Mhm. ce qui est passionnant dans cette industrie, c'est que c'est à la fois une industrie dont tout le monde a besoin, elle est partout, et en même temps, il y a une énorme défiance et un désamour vis-à-vis de la finance, et donc ça crée une tension très très forte qui rend les challenges produits vraiment vraiment passionnants. Et donc, je, récemment, enfin plus ou moins récemment d'ailleurs, les nouveaux acteurs, les néobanques, les nouvelles plateformes d'investissement ont cherché à réconcilier cette tension entre le fait que la finance est partout et on en a besoin et la défiance en créant des produits très simples, très intuitifs et très rapides, très simples d'utilisation. Et donc, du coup, ça nourrit, je pense qu'on viendra là-dessus plus tard, des bonnes Mhm. pratiques d'expérience utilisateur dans les produits financiers. Génial. Et du coup, Bertrand, toi, de ton côté, au sein de Budget Insight, est-ce que tu retrouves un petit peu les mêmes, j'allais dire contraintes, mais c'est pas vraiment des contraintes, mais les mêmes besoins au travers de différents acteurs liés à la finance, ou vous êtes plutôt spécialisé dans un segment particulier? Non, mais c'est assez large, hein. Alors effectivement, bah, nous, on vient un peu, entre guillemets, du milieu de la banque, mais on a vu que les usages autour de ce qu'on appelle l'open banking se sont ouverts progressivement. Et aujourd'hui, en fait, on va Mhm. servir, bah, comme je le disais un petit peu en introduction, des acteurs qui font du crédit, des acteurs qui font du patrimoine, des acteurs qui font de l'épargne, qui vont aider la nouvelle génération à mieux épargner. Je pense par exemple à une application comme Moka qui vous permet, en faisant des arrondis sur vos dépenses, bah, de placer un petit peu chaque mois. Et puis on va avoir des choses de plus en plus vastes, comme par exemple tout ce qui est lié à la comptabilité et la finance. Là aussi, c'est des choses où on a besoin de faire des ponts en Mhm. fait avec les banques, mais l'aspect financier est hyper présent. Quand vous êtes une PME en plein Covid et que vous devez gérer votre trésorerie de manière très très fine au quotidien, bah, là, pareil, on a besoin de la banque parce qu'on a besoin d'avoir une vue sur son compte courant, voir exactement qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Dans le même temps, on est dans la finance, on est dans la prévision des finances d'entreprise. Donc les deux mondes se Mhm. retrouvent énormément en fait. C'est super intéressant. Merci Bertrand. Du coup, Alexis, moi je voulais te demander, forcément, on pense à finance, l'hypothèque ou l'immobilier de manière générale est quand même un sujet ultra important quand on parle de finance. Est-ce que tu as un petit mot à dire à ce sujet?
Oui, il y a quelque chose qui est important aussi à noter, c'est que les banques sont des organismes extrêmement régulés, donc il y a une très forte régulation. Ça entraîne énormément de choses, notamment dans l'expérience digitale de ces régulations et comment on doit appliquer ces régulations. Tous les acteurs qui s'ajoutent derrière, qui sont un peu plus éloignés de la régulation, qui vont être le Mhm. courtier, l'intermédiaire, une application de comptabilité, de wealth management, qui s'éloignent un peu de ces problématiques, vont être, vraiment, un peu plus précurseurs dans la digitalisation et l'expérience client parce qu'elles ont un peu plus de flexibilité. On voit aujourd'hui les banques qui font appel à des entreprises comme Cipios pour essayer de s'adapter, mais il y a vraiment tout un espace d'entreprise qui se place un peu en avant de la banque ou un peu en intermédiaire avec les clients, qui crée des expériences nouvelles et qui participent à cette tendance de transformation de la finance qui, qui est une espèce de surcouche en fait, avant l'expérience bancaire traditionnelle qui est un peu plus régulée et un peu plus rigide. Super. Merci beaucoup à vous trois du coup pour cette introduction enfin, qui fait référence à cette scène banque et finance. Et l'idée donc de cette scène, c'était d'y aller un petit peu plus en détail. Alexis, tu l'as très bien dit, tu as parlé de digital. L'idée aujourd'hui, c'était d'échanger sur les expériences clients. Donc on a comme thème les tendances clés qui transforment l'expérience client. Aujourd'hui, Bertrand, quels sont enfin, est-ce que tu as un mot à dire à ce sujet? Quelle est ta perspective au sujet des tendances clés qui transforment l'expérience client? Bah, ça se voit de plus en plus, de toute façon, dans l'usage qu'on a de nos applications bancaires ou de finance. On va toujours vers plus d'instantanéité, plus de personnalisation. En fait, on est très vite habitué à l'expérience qu'on peut avoir avec des applications, par exemple, typiquement de réseaux sociaux, avec Instagram, avec Facebook, avec WhatsApp. On est habitué à cet univers d'instantanéité, de personnalisation et puis surtout d'ergonomie, de très forte ergonomie, où on trouve notre solution, on trouve notre chemin en quelques clics. Et instinctivement, on s'attend à avoir la même expérience pour nos services financiers et nos services bancaires. Alors évidemment, bah, en face, on a des institutions qui sont plus grosses, qui sont plus lentes et qui sont moins capables, en tout cas moins vite, de faire aussi bien en termes d'ergonomie. Et on a vu un peu, comme tu le disais Céleste, quelques acteurs qui sont arrivés très tôt sur le segment, prendre à chaque fois un petit bout de la banque ou un petit bout de la finance et en faire quelque chose d'assez exceptionnel en termes d'expérience. Que ce soit voilà, sur la gestion des comptes courants, tu parlais de Conto pour les pros, Céleste, on peut parler de N26 de Monzo ou de Revolut. Pour la banque, on a quelque chose qui est assez extraordinaire. Je regardais récemment un schéma où on voyait le nombre de clics pour ouvrir un compte entre chaque banque UK. Il y a à peu près 3 à 4 fois moins de clics pour ouvrir un compte chez Revolut que chez les autres. Donc on voit vraiment une différence monstrueuse ici. Et sur le patrimoine, sur l'investissement, c'est pareil. On a vu des plateformes arriver à la fois avec une ergonomie très simple et une capacité à démocratiser des produits d'investissement qui étaient avant complexes, qui étaient réservés à de la gestion de patrimoine, société de gestion. Aujourd'hui, vous avez du Finari, vous avez des Yomoney, vous avez des robo-advisors un petit peu partout qui vous donnent accès à des produits financiers très simples avec une interface que vous comprenez en quelques clics. Donc ça, c'est en fait, ces petits acteurs-là ont vraiment participé de cette révolution de l'expérience client dans les services financiers. Et aujourd'hui, on accompagne ces acteurs-là, comme Cipios, et on voit que les banques veulent se rattraper. Et donc, il y a un vrai challenge pour les banques et les institutions financières plus traditionnelles de manière générale d'arriver à proposer ce type d'expérience à leurs clients. Et il suffit de regarder les différentes évolutions de vos applications mobiles bancaires si vous êtes dans des banques traditionnelles. Vous voyez que petit à petit, ce chemin est en train de se rattraper, mais ce n'est pas encore tout à fait là, quoi. Et du coup, ces banques traditionnelles, tu le dis très bien, Bertrand, ils essaient de rattraper un retard qu'ils ont pris ces dernières années. Tu penses que ils ont tendance à utiliser des ressources internes ou tu le vois de plus en plus qui font appel à des entreprises externes pour les aider à cette transformation? Alors, ça va dépendre des établissements. Il y a des établissements qui vont vraiment croire profondément qu'ils ont besoin de se transformer rapidement sous peine de disparaître. Et donc là, on va avoir des changements drastiques. Il y a des établissements qui vont considérer que c'est un peu business as usual, qu'on va mettre un petit peu de peinture ça et là,
et que ça ira mieux. Mais globalement, on voit quand même qu'ils utilisent beaucoup de prestataires externes. Et ça peut commencer en général par des petits projets. Ça ne va pas forcément être l'application mobile de la banque, mais ça va être un petit projet par là, un petit parcours sur le site internet. Ils vont tester comme ça, ils vont s'inspirer. Et au fur et à mesure, ils vont essayer de grandir avec ces expériences. Ils vont aussi créer des partenariats à plus long terme. Mais là, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau pour eux. Ça commence à arriver il y a 5-10 ans. Le fait qu'ils créent des partenariats à long terme structurants avec des startups, avec des prestataires plus jeunes, plus petits. Ils ont eu beaucoup de mal au début. C'est très difficile. Et progressivement, on a vu que cette agilité à travailler avec des startups, ça a commencé à s'installer quand même. Excellent, très intéressant. Céleste, de ton côté, est-ce que tu as le même ressenti avec Sipios? Ouais, alors du coup, sur la première partie de question, sur l'expérience client, je rejoins tout à fait ce que tu dis, Bertrand, sur en fait, on s'est habitué, on est devenu très, très exigeant en matière d'ergonomie, de rapidité, de simplicité. Et il y a certaines néobanques challenger, donc des Revolut, N26, Orange Bank, qui le font très bien. Et d'ailleurs, ça se voit sur le marché français. Les 5 banques challenger, néobanques challenger, représentent 78% des ouvertures de compte. Donc, c'est qu'il y a vraiment une appétence pour ce côté, pour cette instantanéité. Et je reviens aussi sur ce que tu disais sur la personnalisation. Je pense qu'à nouveau, là, il y a une tension très forte entre le fait que les utilisateurs, moi la première, je vais chercher une expérience très personnalisée qui me ressemble. Et en même temps, le challenge pour les product managers de ces boîtes-là, c'est de minimiser l'effort demandé à l'utilisateur pour la collecte de données. Ça, c'est un truc qui est insupportable, notamment dans l'onboarding produit, de devoir renseigner un tas d'informations, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, le gros challenge, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'onboarding au moment où l'utilisateur va avoir de l'intérêt pour un produit. Donc, par exemple, je ne sais pas, je pense à un Yomoni, un conseiller en investissement. Il faut très vite que l'utilisateur capte la valeur du produit avant de lui demander des informations supplémentaires. Et ça, c'est un vrai challenge. Et sur la collecte de données, ça veut aussi dire s'appuyer sur des providers type Budget Insight pour récupérer des informations financières, s'appuyer sur des bases de données publiques pour pré-remplir un maximum de champs. Donc, et ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, sur la capacité des banques, donc la question c'était sur la capacité des banques, est-ce qu'elles le font plutôt en interne ou est-ce qu'elles s'appuient sur des partenariats? Exactement. Moi, ce que je vois chez Sipios, c'est qu'il y a souvent une volonté nos clients viennent beaucoup nous voir pour qu'on ajoute une force de frappe, pour qu'on accélère les transitions. Mais il y a une vraie volonté de changer la culture en interne, d'internaliser la compétence. Et donc, nos clients nous demandent aussi, on vient pour accélérer la roadmap et les évolutions produits, mais également transmettre une culture du changement assez forte. Super intéressant. Et du coup, ça me fait penser à une question en termes de protection des données. C'est quand même un sujet aujourd'hui quand on traite la data et surtout dans le domaine financier, vous pouvez imaginer, c'est quelque chose qui est très sensible. Quelles sont les contraintes, donc autant chez Budget Insight que chez Sipios, quelles sont les contraintes auxquelles vous devez faire face en termes de protection de données? Quand vous avez un prestataire, enfin une banque ou une entreprise financière qui fait appel à vos services en tant que prestataire? Peut-être Bertrand. La contrainte extrêmement forte. On connaît tous les problématiques RGPD qui sont suivies particulièrement de près par les banques. Et après, il y a des contraintes réglementaires plus larges quand vous avez affaire à de la donnée de type bancaire. En fait, nous, par exemple, depuis 2018-2019, on est un acteur qui est régulé, on dispose d'une licence qui nous est attribuée par la CPR, le régulateur des banques, et on a à peu près les mêmes contraintes de sécurité informatique et de protection des données qu'une banque, en termes de chiffrement des données, de protection, de durée de vie, de tout un tas de choses. Et donc, c'est aussi une garantie de confiance. Et là, on a vu un mouvement intéressant du régulateur, et c'est souvent ça, en fait, c'est... on a des acteurs qui arrivent, qui se nichent dans une sorte de flou de réglementation pour aller beaucoup plus vite et pas forcément avoir les mêmes contraintes que les acteurs traditionnels en termes de protection, etc., pour être plus agiles. Et puis, à un moment, le régulateur arrive, il dit non, en fait, il faudrait un peu cadrer cette activité et commence effectivement à faire rentrer
les startups progressivement dans la norme. Et c'est ce qui s'est passé avec l'open banking et ce qui se passe dans beaucoup de secteurs différents. Super intéressant. Et toi, Alexis, du coup, est-ce que tu ressens ce genre de problématique quand tu es en contact avec un acteur financier par rapport à nos solutions Priceable? Est-ce que on te pose la question, bah voilà, de quelle manière vous me garantissez que le bien de mon client ne sera pas divulgué, ou de quelle manière vous protégez les intérêts de nos clients? Ça t'arrive d'avoir ce type de retour? Tout à fait, donc c'est des sujets qui touchent tous les acteurs qui travaillent avec les banques. À chaque fois, il y a un vrai sujet de la donnée bancaire. Donc il y a à la fois la protection des données, mais il y a aussi, heu, un nouvel apprentissage pour beaucoup de banques de travailler avec des prestataires externes. Ça reprend un peu la question d'avant, c'est ce qu'on fait en interne ou en Mhm. externe. Il y a des sujets où faire confiance à des tiers, ça demande, est-ce que vous avez, les bons serveurs, les bonnes certifications, les bonnes façons de travailler et cetera, pour se rassurer et savoir comment travailler. Donc maintenant on a l'habitude de le faire, on sait les réponses, qui apportent la sécurité et la satisfaction côté bancaire. Mais c'est sûr que c'est, un milieu qui est beaucoup plus, strict et régulé que d'autres entités. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on intervient sur une seule tranche et une seule verticale qui est l'immobilier. En général, un projet bancaire, il a beaucoup de volets. Donc il a un volet qui va intervenir effectivement sur les comptes, sur et cetera, et sur la relation client, et un volet qui peut toucher à l'immobilier. Et nous, en fait, on intervient en général dans un projet plus large qui couvre déjà beaucoup de ces problématiques, où on arrive, où nos produits, en général, demandent très peu d'input de la part du client, et des inputs qui sont toujours anonymisés. Donc on a un peu cette Mhm. chance que de notre côté, on ne porte pas le risque. De notre côté, on ne prend pas de données ni bancaires ni privées du client, et on est un peu protégé. C'est plus les intégrateurs ou les acteurs qui vont créer des applications qui nous intègrent, qui eux sont exposés. Et là, je pense que Cipios est un acteur de ce type, où là, où il y a de la saisie client, ça devient beaucoup plus sensible. Je ne sais pas si Céleste a un sujet sur ça. Ouais, en effet. Alors nous, du coup, on est exposé dans la mesure où on doit être très au fait des différentes certifications, des normes de sécurisation d'applications, type par exemple OWASP. Il faut qu'on soit très force de proposition auprès de nos clients et qu'on montre, par exemple, quand on lui propose, quand il y a un sujet d'intégrer un provider externe, donc par exemple comme Budget Insight, qu'on soit capable d'être force de proposition auprès du client pour le diriger vers tel ou tel acteur, parce que en fait, on sait qu'il va être compliant et qu'il va être au niveau de ses contraintes de sécurité. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi, ça dépend aussi beaucoup du client et du secteur sur lequel on intervient. Génial. Merci Céleste pour l'intervention. Du coup, moi j'aimerais partir un petit peu dans la direction. Donc, on parle de tendance. Mais j'imagine que le visuel est quelque chose qui est ultra important quand on parle de tendance. Peut-être, je voulais te demander, Céleste, tout à l'heure, tu nous as parlé de NPS. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu plus d'informations, nous expliquer ce que c'est? Ouais, bien sûr. Le Net Promoter Score, du coup, c'est une métrique qui permet de mesurer la satisfaction des utilisateurs, la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis d'un produit. Vous avez peut-être déjà vu sur certains sites, sur certaines applications, on vous pose la question, est-ce que vous recommanderiez ce service à un proche? C'est une note entre 0 et 10. Et les personnes qui répondent 9 ou 10 sont des promoteurs. Entre 8 et 7, ils sont neutres. Et en dessous, c'est des détracteurs. Et le calcul du NPS, c'est le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Donc c'est un indicateur qui est controversé parce que il est assez vague. Ça permet pas. Je pense pas que ce soit un indicateur qui permette de faire du pilotage de produits. Il faut s'appuyer sur d'autres indicateurs, plutôt des caractéristiques intrinsèques au produit pour faire le pilotage. En revanche, le NPS, ça permet d'avoir quand même une idée de ce que les utilisateurs pensent du produit, et surtout, ça permet de se comparer à l'industrie. Il y a beaucoup d'acteurs, Mhm. des Revolut, des Conto, qui se servent du NPS pour mesurer la satisfaction. Et en fait, tout l'intérêt d'avoir ce NPS, de mesurer ce NPS sur nos produits avec nos clients, c'est de savoir où on se positionne par rapport à l'industrie. Et encore une fois, nous, ce qu'on cherche à faire chez Spios, c'est créer les meilleurs produits. Et donc on s'appuie sur cet indicateur-là pour le savoir.
qui est ultra important. Et du coup, donc cet indicateur, finalement, une personne, elle va recommander, beaucoup recommander, moyennement ou pas du tout un produit. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui sur quoi sont basées ces recommandations? Et ben c'est ça qui est très dur avec le NPS, c'est que, en fait, il faut être très précis. Généralement, on a tendance à enfin, j'ai vu, des produits où le NPS était posé de manière un peu aléatoire, à un Mhm, moment, du parcours et en fait, ce qu'on cherche à savoir, sur le NPS, c'est est-ce que le produit est performant pour, ce que l'utilisateur cherche à faire? Donc par exemple, je prends l'exemple de Brix, qui est le client pour lequel on a travaillé, qui permet d'investir dans l'immobilier à partir de 100 euros. Là, ce qu'on cherche à savoir, l'utilisateur, quand il achète Brix, ce qu'il cherche à faire, c'est concrètement placer son argent dans un produit immobilier. Et du coup, ça n'a pas de sens de lui poser la question du NPS quand il est en train de se balader sur son dashboard ou quand il scrolle la marketplace pour trouver un produit. Là, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que le produit a été satisfaisant dans l'expérience de placer son argent. Et donc, on va poser la question du NPS une fois que l'utilisateur a effectivement placer son argent dans un produit immobilier. Et donc, il faut un peu se poser la question quand on en phase de conception de où est-ce qu'on va mhm. poser la question du NPS pour que ça soit pertinent et qu'on sache ce que l'utilisateur est en train de noter. Par exemple, sur Airbnb, la question du NPS, c'est une fois qu'on a réservé son séjour et ensuite une autre fois après le séjour pour savoir quelle a été l'expérience de réservation et ensuite au global, le service Airbnb, est-ce que ça s'est bien passé? C'est super pertinent. Et du coup, par rapport à ça, l'utilisateur, qui c'est qui le définit? Ça va être le prestataire ou l'entreprise qui veut mettre en avant une solution? Ou peut-être les deux finalement? Euh, alors, la question c'est comment est-ce que l'utilisateur est défini, c'est ça? Comment est-ce que la cible est définie? Exactement, le sexe, la tranche d'âge, pardon, peut-être la région où la personne réside. Alors, moi, ce que je vois beaucoup en erreur type, c'est d'essayer de faire des utilisateurs, des personas, basés sur des critères sociaux, démographiques, Mhm, professionnels, mais qui, en fait, sont dangereux. C'est une manière de restituer ce qu'on a compris de son marché, mais en même temps, ça ne permet pas de faire un produit différenciant. Je prends un exemple d'une plateforme d'investissement. Deux personnes je sais pas, un homme d'une soixantaine d'années qui a envie de placer son argent, il aura des motivations différentes. Dans un cas, ça sera pour rejoindre une communauté d'investisseurs comment dire, un peu hype, et dans l'autre cas, ça mhm. sera sécuriser un patrimoine pour ses petits-enfants. Et en fait, c'est ces motivations-là qui vont déterminer, je pense, la cible plus que l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle. Et donc, c'est quelque chose qu'on essaye de faire chez Scipio, c'est vraiment casser cette vision du persona un peu classique et Mhm. définir des segments plutôt par motivation profonde que par catégorie socio-professionnelle. C'est super intéressant. Toi, Bertrand, est-ce que tu fais face également à ce type d'interrogation quand on fait appel à vos services, ou est-ce que ceci est déjà étudié en amont? Bah, sur la capacité à comprendre nos utilisateurs, oui, évidemment, on met en place pas mal de choses. C'est particulièrement complexe quand vous êtes une API qui va être intégrée dans un autre produit, et qui fait que finalement, la satisfaction, elle va être un peu distribuée entre l'expérience du développeur qui vous aura intégré, et Mhm. finalement, ensuite, l'expérience qu'on a le chef de projet ou le product manager qui va suivre la fonctionnalité qui est basée sur votre brique technologique, en l'occurrence là, l'open banking. Et donc, en fait, on se retrouve avec un peu une multitude de personas entre les gens qui intègrent l'API, puis les gens qui vont suivre sa consommation, puis les gens qui font le monitoring technique de tel ou tel Mhm. machin. Et ça, vous multipliez par le nombre de segments qui est utilisé dans l'open banking, c'est-à-dire, il y en a énormément, on a 15, 20 cas d'usage, et vous multipliez ça ensuite par les typologies d'acteurs, ce qui veut dire qu'en fait, un rôle va être pris dans une startup par le CTO ou le CPO. Dans un groupe de moyenne taille, ça va être un chargé de projet. Dans un groupe grande taille, ça va être le gars qui est responsable de la BU ou le chargé de programme. Mhm. Enfin, bref. Donc, tous ces gens, ils vont utiliser à peu près de la même façon l'API. Vous allez avoir les mêmes métriques dans votre dashboard, voilà, Mhm. d'usage produit. Mais en réalité, leur motivation, leurs problématiques, leurs contraintes, ce qu'ils cherchent à faire, etc., sont complètement différentes compte tenu de leur organisation et de leur secteur. Et donc, c'est là où effectivement le NPS, pour nous, va être
un des moyens, mais clairement pas le seul. Le quantitatif, pour nous, c'est quelque chose qui est intéressant, mais on va devoir faire beaucoup de qualitatif, d'entretien avec ces gens-là, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui distingue la motivation entre un product manager de Finari et un chargé de programme chez BPCE, quoi. Super intéressant. Merci beaucoup. Pour Oui, compléter ce que avec dit, plaisir. ce que dit Bertrand, en effet, je pense que c'est un deuxième erreur type, c'est de penser que, en fait, je prends un exemple avec un de nos clients qui veut développer un cockpit pour les dirigeants, un cockpit pour une banque en ligne, en fait, pour ses clients. Et en fait, il ne faut pas oublier que du coup, il y a du coup les personnes qui vont utiliser ce cockpit, mais il y a aussi, par exemple, les chargés de gestion qui vont être prescripteurs. Et si on ne prend pas en compte leurs contraintes, le produit n'est pas adopté. C'est un peu la métaphore de la boîte de céréales. Il y a l'enfant qui va être sensible à certaines choses sur la boîte de céréales, le papa ou la maman qui va regarder peut-être la composition et le distributeur. Et en fait, ces personnes-là qui gravitent autour du produit, il faut les comprendre très très finement pour être certain que le produit va être utilisé, adopté et que les prescripteurs vont vous le recommander. Génial. Et d'ailleurs, Alexis, on retrouve finalement tous ces facteurs et ces contraintes chez Priceable. Enfin, ça n'est pas une contrainte, mais surtout le fait d'identifier la bonne personne pour proposer le bon produit finalement. Ouais, tout à fait et là je rejoins Bertrand parce qu'on vend de l'API aussi et en fait, quand on vend de l'API, heu, on fait face à des gens qui sont pas les utilisateurs finaux en général du produit et donc il faut qu'il y ait un accompagnement en fait pour qu'il y ait une énorme satisfaction de l'API, il faut que le client l'utilise bien, l'implémente bien et donc en fait, il faut qu'il y ait ce travail du côté du fournisseur de l'API, de bien expliquer et de bien fournir, l'étendue des possibles, avec l'API pour qu'elle soit bien utilisée, mais qu'on maximise le potentiel, de notre API pour créer l'expérience client la meilleure au final. Donc en fait, heu, même si c'est pas nous qui sommes en face, du client final, pour créer cette Mhm. satisfaction et ce cercle vertueux, il faut qu'on aille un peu plus loin et qu'on aille expliquer et accompagner, celui qui utilise cette API, pour s'assurer qu'elle va être utilisée dans le maximum de ses capacités et hem et là, effectivement, il faut s'adapter au cas d'usage et aux problématiques, même si nous ne sommes pas des experts du B2C et qu'on fait face à des gens qui sont experts du B2C. Heu, Parfois, la personne, a une vision de ce qu'elle veut, qui est définie par un scope. J'ai des spécifications, j'ai besoin d'un outil qui fasse ça pour mes clients et en fait, parce qu'on est en général, on a une vision qui est préétablie de ce qu'on connaît et de ce qui existe. Mhm. On pose pas Mhm. les questions de ce qui serait possible et c'est là où, celui qui a une API, peut essayer de dire: en fait, avec l'API, vous pouvez faire ça aussi et vous pouvez faire ça aussi, vous pouvez faire plein d'autres choses» et on peut Mhm. maximiser un peu l'utilisation de nos produits et créer des expériences clients nouvelles, novatrices et c'est là où ça devient intéressant d'avoir des partenaires qui comprend en face, l'opportunité de développer des nouvelles expériences clients à partir des API. C'est vrai, il y a vraiment est-ce que notre persona, c'est l'intégrateur? Est-ce que notre persona, c'est le product manager dans l'équipe, du client? Ou est-ce que le persona, c'est le client final? Il y a vraiment ces différentes couches, à intégrer dans l'explication au final. Et ça me fait penser, Alexis, du coup, en parlant d'API, pour les personnes de notre audience qui ne sont pas techniques, justement, et qui sont plus orientées, on va dire, finance et produits financiers, est-ce que tu pourrais brièvement expliquer ce qu'est une API finalement? Alors, je pense que le mieux placé, ça sera Bertrand, mais si pour nous, en tout cas, la façon dont on le définit, c'est que c'est un connecteur qui donne accès à un certain nombre d'informations, et qui permet la communication entre heu, 2 outils. C'est un connecteur entre 2 technologies différentes. Mais peut-être Bertrand a une meilleure définition. Avec plaisir, Non, Bertrand. c'est ça l'idée, hein. Ça permet globalement de câbler deux outils entre eux de manière sécurisée et de manière efficace. Il faut vous imaginer, je sais pas, avant pour faire communiquer deux outils, on faisait principalement de l'échange de fichiers. Vous avez un outil qui crachait un CSV et qu'on réimportait dans un autre Mhm. outil. Et on se faisait une petite routine comme ça pour que automatiquement on envoie un fichier d'un outil à un autre. Euh, L'API, c'est faire ça, mais sans avoir besoin d'échange de fichiers. On câble directement les deux outils l'un avec l'autre et on peut transmettre des informations, mais on peut aussi transmettre des actions. Demander à un outil, un outil demande à un autre qui fasse telle ou telle action et vice-versa.
Et on retrouve donc ceci vraiment dans le domaine digital. Donc quand on parle d'outils, on parle d'outils digital, bien entendu. Tu parlais tu faisais référence à un fichier CSV, donc un fichier Excel. C'est exactement ça. Donc la connexion entre deux outils. On a évoqué la sécurité, bien entendu, c'est un aspect qui est ultra important. C'est que quand on a deux outils digitaux qui sont connectés entre eux, ce canal est bien entendu sécurisé de A à Z. On est dans le digital, dans l'API. Je voulais voir avec vous en termes de digital et de manière plus générale. On a bien entendu un événement actuel qui est la pandémie. Est-ce que vous voyez, Céleste et Bertrand, une différence avant pandémie et après, même si on ne peut pas forcément parler de après à l'instant T, mais d'un point de vue des besoins dans ce domaine-là, dans le domaine de la finance et donc dans les tendances des expériences clients, est-ce que vous voyez un avant pandémie et un après pendant pandémie durant ces 2 dernières années? Je pense que en particulier sur la digitalisation du parcours client, la pandémie, ça a évidemment été un catalyseur. J'ai un exemple très concret chez Cipios. Donc pendant le Covid, on a travaillé avec BPI France pour lancer le PGE, les plateformes rebond qui permettent d'octroyer des crédits aux dirigeants d'entreprises qui, du jour au lendemain, ont vu leur activité complètement fermée. Je prends l'exemple de Rebond, donc qui est un produit qui permet d'octroyer des crédits aux dirigeants d'entreprise. Avant Covid, pour obtenir un crédit, il fallait prendre rendez-vous avec son conseiller, rassembler un certain nombre de documents, les envoyer par mail, faire un certain nombre d'allers-retours parce que le cabis n'était pas le bon, parce qu'il manquait des liasses fiscales. Et du jour au lendemain, du coup, tous les établissements sont fermés, donc il n'est pas question de proposer un rendez-vous avec son conseiller pour obtenir un crédit. Et donc, on a dû repenser tout ce parcours-là complètement en ligne. Et justement, pour ce que je disais, pour minimiser l'effort de collecte de données de la part de l'utilisateur, il a fallu qu'on s'interroge sur la pertinence de chaque champ, comment est-ce qu'on rend ça très très simple. Et puis en plus, dans le contexte de Covid, les dirigeants sont hyper stressés, donc il n'est pas question de leur ajouter une charge mentale inutile. Comment est-ce qu'on s'appuie sur des API externes justement pour récupérer des infos? Comment est-ce qu'on se branche à des bases de données publiques? Et donc, et la bonne nouvelle, c'est que ça a marché. Le produit, on a sorti le produit en 4 semaines. Ça a permis de décaisser des fonds pour les dirigeants et du coup de sauver des entreprises de la faillite. Mais ça a été un accélérateur parce qu'en fait, on avait une contrainte très forte qui était qu'on ne pouvait pas envisager le moindre rendez-vous physique. Et donc, il a fallu qu'on se creuse un peu la tête pour savoir comment est-ce qu'on pouvait faire ça 100% en ligne. Toi, Bertrand, de ton côté, tu ressens la même chose au sein de Budget Insight avant et après pandémie? Ouais, en fait, le Covid, c'est une crise, et puis en général, les crises, à la fois, elles vont servir de catalyseur, ça va accélérer énormément des trucs qui étaient un peu en cours, mais qui avaient du mal à se déployer, et à la fois, elles vont permettre de créer de faire naître des nouveaux usages. Et le catalyseur, on l'a un peu vu avec ce que tu disais, Céleste. En fait, là où avant, vous allez avoir des entreprises un peu, ou des banques, par exemple, dire non, on va peut-être pas faire ça parce qu'effectivement, il y a une API, on n'est pas sûr de la sécurité de l'API, etc. À un moment, il y a un gars qui va dire oui, mais non, mais là, c'est Covid, donc du coup, on va le faire. Et ça donne une espèce d'urgence qui fait que, OK, on se lance, et de toute façon, vu que la situation est grave, ce qui peut se passer avec l'API, ça peut être plus grave que ce qui se passe maintenant. Donc, il y a un truc, il y a un effet de catalyseur comme ça. C'est parfois la bonne excuse pour dire on y va. Et à la fois, ça fait naître des nouveaux usages. Et j'ai un exemple bien précis en tête, c'est le QR code. On a sorti nos téléphones tout le temps avec un QR code pour le pass vaccinal, le pass sanitaire. Et ce truc de sortir un QR code pour faire une action, c'était pas quelque chose qui était vraiment dans la mentalité de notre pays, ça n'existait pas trop, alors qu'effectivement dans d'autres pays ça se fait énormément. Et du coup aujourd'hui on voit apparaître beaucoup plus d'usages avec cette histoire de QR code. Céleste, tu as un client qui est Sunday. Sunday, c'est faire payer ton addition avec un QR code sur la table. Ce genre de truc, on le voit apparaître partout. Nous, on a un produit, une API qui permet d'initier un virement entre deux banques, entre un utilisateur et quelqu'un qui veut payer et quelqu'un qui veut se faire payer, sans avoir besoin de passer par son espace bancaire.
Et en fait, ça marche très bien avec un QR code sur une facture. Par exemple, je suis professionnel, je veux me faire payer ma facture. Je suis un artisan, donc j'ai pas de terminal de carte bancaire, j'ai pas de système de paiement en ligne. Je vais simplement imprimer un QR code sur ma facture et quand mon client va le scanner, il va être redirigé vers une petite page qui va dire « Est-ce que vous voulez virer de 2300 € à votre entrepreneur pour régler la pose du parquet ?» Voilà. Et vous faites OK et ça fait le virement. Et donc, ce genre d'usage, pareil, c'était quelque chose qui n'était pas forcément répandu. Et ça commence vraiment à arriver parce que cette histoire du QR code, le pass vaccinal et le pass sanitaire, on peut changer l'usage comme ça. C'est super, super intéressant. Ok, donc il y a clairement un avant et après Covid finalement dans la finance et dans le digital, bien entendu. Et du coup, il nous reste 5 petites minutes. Déjà, le temps passe très très vite. Peut-être une dernière question, là vraiment plus accès digital. Aujourd'hui, quand on a donc un partenaire qui vient faire appel à un service chez Budget Insight, chez CPOS, est-ce que vous pouvez confirmer le fait que l'aspect digital, donc on va dire digital mobile, donc le digital que l'on retrouve sur nos smartphones, aujourd'hui n'est plus à négliger. Donc, c'est-à-dire qu'un utilisateur doit pouvoir avoir accès à ces services de A à Z via smartphone et surtout dans le domaine de la finance. Il ne faut plus avoir peur de digitaliser ce domaine de la finance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous avez des objections? De mon côté, je suis évidemment d'accord, à quelques réserves près, mais par exemple, je travaille en ce moment avec un client qui s'appelle Epsor, qui est un produit qui permet, une plateforme d'épargne salariale. Donc c'est pas l'épargne salariale, c'est pas quelque chose qu'on regarde tous les jours. Et pourtant, j'ai fait des interviews utilisateurs avec des gens qui m'ont dit, en fait, moi, la première chose que j'ai regardée quand on m'a dit que j'allais avoir Epsor dans mon entreprise, c'est est-ce qu'il y avait une application mobile. Ce qui est surprenant. Donc ça montre qu'il y a quand même une habitude forte, ancrée. C'est ce que tu disais, Bertrand, au début. En fait, on s'habitue à avoir tout à portée de main. Donc je pense que c'est évidemment hyper important. Ça pose la question de bien comprendre les différences d'usage et les contextes dans lesquels on va avoir envie de regarder son téléphone versus se connecter sur desktop, parce qu'il y a quand même des produits. Je pense par exemple à des parcours à des plateformes d'investissement. Je pense que il faut se poser la question de où est-ce qu'on met l'onboarding. Est-ce qu'on le fait en desktop parce qu'il faut renseigner un certain nombre d'infos et donc sur téléphone c'est pas très pratique. Donc ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on implémente au mobile ou pas. Ensuite, je pense que ça n'empêche que il y a quelque chose qui revient beaucoup et une tendance, et par exemple Conto l'incarne très bien. Je pense que c'est le côté humain, la human touch, le fait de pouvoir avoir accès. Les gens veulent un peu le meilleur des deux mondes, le fait de pouvoir à la fois tout avoir à portée de main, être très autonome sur les actions les plus simples et en même temps pouvoir avoir un accompagnement dédié, personnalisé par une personne qui connaissent et en qui ils ont confiance, qui est hyper forte. Encore une fois, il y a une défiance énorme. Je pense qu'il y a des études qui disent que 70% des Français se méfient de leur conseiller bancaire, conseiller financier, ce qui est énorme. Et donc, il faut aussi réussir à apporter l'accompagnement humain et casser cette défiance. Donc, tu es d'accord, Bertrand, avec ce que Céleste dit? Oui, clairement, on le voit partout. Hein. Tu donnais l'exemple d'Epsor. L'épargne salariale, c'est très intéressant. Et c'est un peu comme les mutuelles. C'est des business qui sont très B2B, parce qu'en fait, ce sont des gens qui font des produits d'épargne qu'ils vendent à des entreprises, ou alors ce sont des gens qui font des mutuelles qu'ils vendent à des entreprises. Sauf qu'aujourd'hui, si vous êtes dans le métro, que vous voyez une pub pour Alan, ça ne fait pas du tout B2B. Mais genre, pas du tout. Et en fait, voilà, des gens comme Alan ou comme on réussit à transformer des business essentiellement B2B en quelque chose de très séduisant parce qu'ils se disent, mais à la fin, c'est quand même, en fait, il y a un utilisateur, il y a quelqu'un qui veut savoir combien est-ce qu'il va être remboursé sur son optique, quoi. Et ça, on le voit un peu partout. Et puis, il ne faut pas oublier que le mobile, il est en train de remplacer de plus en plus de trucs. Hein. Il remplace de plus en plus la carte. Et ça devient aussi un moyen d'authentification permanent. Avec les nouveaux systèmes de paiement et la réglementation fait que maintenant, on doit s'authentifier de plus en plus avec le téléphone mobile pour valider un paiement, par exemple, pour valider une action. En Belgique, vous avez un système d'authentification qui s'appelle It's Me et qui permet de s'authentifier partout. Imaginez France Connect, mais qui marche
qui marche avec EDF, qui marche avec tous les services publics, qui marche avec absolument tout. Et en fait, on s'authentifie sur ces services avec son téléphone mobile, avec l'application qui s'appelle It's Me. Demain, c'est tout à fait quelque chose qui pourrait arriver en France. Et on le voit arriver notamment avec l'open banking qui permet de faire ce genre de choses. Donc en fait, le mobile commence à avoir, au-delà d'accéder à un service, le mobile permet de faire maintenant beaucoup plus de choses, que ce soit pour le paiement, l'authentification. Et ça, c'est indépendamment du service qu'on utilise en fait. Super, ouais, tout à fait. C'est tout à fait pertinent. Et Alexis, je te laisserai donc le mot de la fin par rapport à cet aspect digital et du mobile. Bien entendu, chez Priceable, on est aussi sensible à ça, puisque nos solutions, on les retrouve également sur le mobile. Un agent immobilier, c'est aussi important qu'il puisse présenter l'analyse d'un dossier sur le mobile. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot à dire à ce sujet? Oui, enfin, je reprends rapidement ce que Céleste et Bertrand ont dit, mais le mobile devient le premier usage. À un moment, on a encore des clients qui nous demandent des sujets sur les tablettes, mais en fait, le mobile, c'est vraiment en train de prendre le dessus sur l'interaction. En termes de suivi, en fait, on suit son immobilier en même temps qu'on suit le reste, et donc on est déjà intégré dans des solutions qui sont déjà mobiles. Donc pourquoi créer une interaction, une expérience client qui sort du mobile? Autant rester dans le mobile. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir de plus en plus des super apps ou all inclusive view, vraiment une vue exhaustive sur tous ces actifs. Et tout se passe maintenant dans le mobile. Donc clairement, peu importe les nouvelles expériences, aujourd'hui, il faut qu'elles soient compatibles avec une vision mobile pour le client final. Et pour ceci, je crois que on est absolument tous d'accord. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment, Céleste, Bertrand, Alexis, pour votre temps. Voilà, on arrive à la fin donc de cette session table ronde dédiée donc à la scène finance et banque, avec pour thème les tendances clés qui transforment l'expérience client. La prochaine session, toujours dans la scène banque et finance, commencera à 14h30. L'entreprise Finari, Céleste l'a mentionné, Bertrand l'a mentionné. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, c'est à 14h30 avec son CEO Monir Lagoun. Je dis pas trop de bêtises, Alexis, je crois que tu seras présent également pour ce prochain webinaire. Oui, C'est à juste, tout hein. à l'heure. Donc, Alexis aura le plaisir de vous y retrouver également. Pour ma part, je souhaitais encore une fois à remercier très, très chaleureusement donc Céleste, Bertrand et Alexis pour vos interventions. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente continuation. Et bien entendu, si vous avez des questions au sujet de CPO, au sujet de Budget Insight ou de Priceable, on reste bien entendu à vos dispositions aussi après cet événement. Merci beaucoup. Bel après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.